Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un univers un peu spécial qui sent bon le zinc, la bière fraîche, les conversations. On s'appuie pour ça sur un texte vraiment magnifique. Le café populaire belge, mémoire vive et convivialité en héritage, c'est signé l'alchimiste. Et c'est plus une chronique vivante, je dirais, pleine de poésie, très humaine. L'alchimiste nous invite un peu à explorer l'âme de ces lieux, hein. Les rituels parfois oubliés, les ambiances si différentes selon les régions d'ailleurs, et puis les figures qui ont marqué ces cafés. C'est comme un voyage sensible au cœur de la Belgique populaire. C'est exactement ça. Ces textes nous rappellent bien que le café populaire, c'est bien plus qu'un simple débit de boisson. C'est une vraie institution sociale, en fait, fondamentale. C'est là où les liens se tissent, ou pas le cœur de la communauté, quoi. Et ce qui frappe d'emblée dans cet article, c'est qu'il montre bien la profondeur de ces endroits. Ah oui. Comment il les décrit alors? Il les présente comme de véritables miroirs d'un peuple. C'est fort comme expression. Il dit aussi les réseaux sociaux d'avant les écrans. J'aime beaucoup ça. C'est bien vu, ça. Ou encore des refuges de proximité. Vraiment des lieux essentiels, quoi. Des miroirs d'un peuple. C'est vrai que c'est une image puissante. Et l'article, il montre comment ça se traduit au quotidien? Qu'est-ce qui s'y reflète concrètement? Eh bien, il explique comment ces cafés sont un peu les gardiens d'une histoire collective. Une histoire qui se raconte depuis le zinc. L'histoire du pays, en quelque sorte. Oui, l'histoire sociale, économique, même culturelle de la Belgique. Tout ça, ça se joue et ça s'observe là, en miniature. Les discussions qu'on y entend, la solidarité entre les gens, les personnages hauts en couleur qui les fréquentent. D'accord. Tout ça, ça dresse un portrait vraiment vivant de la société belge, avec ses bons côtés, ses difficultés aussi, ses changements. Je comprends mieux pourquoi l'auteur parle d'un voyage sensible. C'est pas juste décrire les murs, c'est capter une humanité brute, comme il dit, une chaleur collective. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, il nous interpelle directement: poussez la porte et laissez la rumeur du zinc vous parler. Franchement, ça donne terriblement envie d'y aller. Et cette humanité, elle prend vraiment vie à travers les portraits que l'article dessine. Alors, notre but aujourd'hui, c'est pas de tout dévoiler, évidemment, ce serait dommage. On veut plutôt partager quelques pépites, quelques éclats de ce texte riche et émouvant, histoire de donner envie, voilà, de découvrir cette exploration par soi-même. Alors, commençons cette immersion. Le premier truc qui frappe, vraiment, c'est l'importance de l'humain, des gens. L'auteur parle du café comme d'un parlement du peuple, informel bien sûr. Oui, et c'est une image très très juste. C'était un espace où la parole était étonnamment libre. On refaisait le monde, on débattait, les petits conflits parfois se réglaient là, autour d'un verre. Et puis les amitiés qui naissaient. C'était bien plus qu'un bar, c'était un lieu de vie civique à sa manière. Et on y croisait des figures importantes. L'article nous en brosse quelques portraits. Oui, absolument. Le patron, la patronne, les gardiens du temple en quelque sorte, souvent bien plus que ça d'ailleurs. Un confident, une oreille attentive. L'auteur utilise une jolie formule, le psy du village. C'est bien trouvé. Il y a l'exemple d'Alphonse, 82 ans, qui connaît les commandes de ses clients avant même qu'ils ouvrent la bouche. C'est fou cette mémoire vivante. C'est ça. Cette connaissance intime du client, c'est irremplaçable. L'article nous fait rencontrer aussi Ali Tarairaj du café Plogmans à Ixelles. Un personnage apparemment avec sa gouaille tendre. Sa gouaille tendre, j'aime bien l'expression. Oui, et il y a des anecdotes savoureuses, comme cette histoire de corde autour du bar. Une corde, pourquoi faire? Ali l'utilisait parfois pour tenir à distance les clients un peu trop insistants, on va dire. Et il y a aussi les enfants de café. J'aime beaucoup cette expression. Ceux qui ont grandi là, quoi. Oui, sous les tables, au milieu des discussions d'adultes, des odeurs de bière, de tabac froid. Ça devait être une sacrée école de la vie, hein. Une école buissonnière, comme le dit le texte. C'est ça. Ils apprenaient les codes sociaux, le langage populaire, sur le tas. Certains ont repris l'affaire familiale, comme ce Luc D. à Mons, et d'autres, au contraire, ont fui cet univers, comme Michel R. à Gand. Des parcours très différents marqués par ce lieu. C'est fou de voir à quel point ces lieux ont pu façonner des vies. Mais aussi les serveurs, les serveuses, décrits comme des sismographes de la vie du quartier. J'aime bien l'image. Et les habitués, bien sûr. Les piliers de bar. Pour eux, c'est comme à la maison.
Un second foyer, absolument. Et puis les femmes qui, petit à petit, ont trouvé leur place dans cet univers longtemps très masculin. Tout à fait, c'était un bastion masculin. Et l'article, justement, retrace bien cette conquête progressive d'une place au comptoir par les femmes. Il y a l'histoire de ces veuves, par exemple, qui reprennent l'affaire quand le mari disparaît. L'auteur cite Marissé à la Louvière. Ou alors des lignées de femmes, comme Isabelle Forgeur à Bièvre. Sa famille y tient le café depuis des générations. Incroyable. Et ça continue, hein. Il y a des initiatives aujourd'hui comme AWSAB qui militent pour plus de mixité dans ces lieux. Et au-delà des personnes, il y a tous ces gestes, ces rituels qui faisaient l'ambiance. L'article parle d'une gastronomie implicite. J'aime bien l'expression. Oui, c'est bien vu. Ça va au-delà de la simple commande. Ce sont tous ces petits plus, ces gestes d'hospitalité. Le fameux spéculose, le bisculotus qui est devenu presque emblématique, apparu souvent avec le café dès les années 50. Et le petit carré de chocolat. Ah, le chocolat Jacques, incontournable. D'ailleurs, l'auteur pose une question intéressante. Est-ce que c'était vraiment un cadeau, ce chocolat, ou déjà une forme de promotion, de fidélisation? Bonne question. Un souvenir d'enfance pour beaucoup, en tout cas. Certainement, mais avec cette petite nuance. Et il y avait aussi des associations presque codifiées, non, entre boissons et petites choses à manger. Ah oui, les grands classiques. La bière trappiste, une Orval, par exemple, servie avec son fromage d'abbaye coupé en dés. Et le sel de céleri. Indispensable. Exactement. Et sur la côte, alors là, l'accord mythique. La Rodenbach, bien acide, La bière rouge flamande. c'est ça. Avec des crevettes grises toutes fraîches. Ah, les crevettes décortiquées sur place. Voilà. Dans une ambiance très conviviale. Ça donne faim tout ça. Oui. Et dans les cafés plus populaires, en Wallonie, dans le Boranage, Alors là, on trouvait des choses plus rustiques, disons. Un quignon de pain frotté de saindoux. ah oui. Ou des radis bien croquants, juste trempés dans le sel. Simple mais authentique. Et puis, il y avait des boissons qui étaient des vrais rituels, non? Tout à fait. Le bouillon oxo, fumant le matin par exemple, dans les cafés ouvriers, pour tapisser l'estomac, comme on disait. Ah, avant d'aller au charbon, littéralement parfois. Exactement. Ou alors l'après-midi, pour une autre clientèle, le café diplomate, avec de l'advocate, de la crème. Un peu plus chic. Un peu plus chic, voilà. Comme d'autres rituels qu'on a trouvés dans les sources. La fameuse latte, cette ardoise pour le crédit des habitués. Quel symbole de confiance, incroyable, oui. C'était basé sur le fait qu'on se connaissait, qu'on faisait partie du même quartier, de la même communauté. La limite, bien sûr, c'était ce que le tenancier pouvait se permettre. Voilà. Mais l'entraide était vraiment au cœur du truc. L'auteur rappelle aussi le loto du café, joué sur des petits carnets d'ardoise dans les années 70-80. On gagnait des consommations. Ah oui. Et les concours de bolotte, évidemment, ou de quilles dans certains endroits. Et puis il y avait toutes ces habitudes du quotidien. Dire bonjour à tout le monde en entrant, commander comme d'hab, s'asseoir à sa place. Tout un code en fait. Un code social informel, tout à fait. Et pourquoi tout ça a tendance à disparaître alors? Bah, il y a plusieurs raisons, hein. D'abord, l'évolution des normes d'hygiène, c'est sûr. Les réglementations européennes, les contrôles de l'APSCA, l'Agence pour la sécurité alimentaire en Belgique, ça a forcément eu un impact. On ne peut plus laisser traîner des œufs durs sur le comptoir ou un pot de sel de céleri commun. C'est logique, mais ça change l'ambiance. Oui, je vois. Il y a aussi une certaine standardisation de l'offre. Dans beaucoup d'endroits plus modernes, c'est plus formaté. Et puis, plus largement, notre rythme de vie. Tout va plus vite, on prend moins le temps. Cette attention personnalisée, ce temps long, ça se perd un peu. C'est toute une culture du lien qui s'effrite, quoi. Et cette culture, on l'a retrouvée aussi dans le décor, dans les objets. L'archéologie intime, c'est l'expression de l'auteur. C'est une très belle expression, oui. Les objets racontent une histoire. Et au centre, il y a presque toujours le comptoir en zinc. Ah, le fameux zinc. Oui, le cœur du café, patiné par les coudes, par le temps. Témoin de tant de discussions, de confidences, l'article cite celui du café Le Vieux Marché, à Liège. Il date de 1910, avec des motifs floraux gravés. Magnifique. Et il est conservé maintenant? Oui, au musée de la vie wallonne à Liège. C'est dire sa valeur patrimoniale. Et autour de ce comptoir, il y avait tout un univers. Absolument. Les grands miroirs, souvent encadrés, qui agrandissaient l'espace, mais permettaient aussi au patron de jeter un œil discret sur la salle. Le jukebox, Wurlitzer, Rocola, la bande-son des soirées. Ah, le jukebox. L'hiver gravé au nom du café. Ou le top du top, au nom d'un habitué. La classe. Les distributeurs de cigarettes nationales, Belgica, toute une époque.
On parle aussi de balance parfois, même si leur usage exact, bon, ça reste un peu flou. Peut-être pour peser des denrées vendues en plus? Possible. Ces objets racontent tellement d'histoires. Oui, ils sont chargés. Et cette mémoire, elle vibre aussi dans la culture populaire qui naissait ou s'exprimait dans ces cafés. La musique, par exemple. Ah oui, très important la musique. On a lu des choses sur les chansons wallonnes, À plein verre, La petite gaïole, les chansons flamandes aussi comme In de rue des Bouchers de Johan Verminen. Il y avait une vraie différence entre les répertoires. Disons que les folkloristes notent parfois que le répertoire flamand traditionnel a peut-être mieux résisté, alors que le wallon était plus influencé par la chanson française. Mais bon, partout, il y avait les chants d'étudiants, puis les chants de mineurs, d'ouvriers, pour décompresser. Oui, Et puis bien sûr, des chansons plus récentes qui capturent cette ambiance si particulière. Je pense aux magnifiques comme Russell d'Anne-et-Garn. superbe chanson. Le café comme source d'inspiration donc. Mais pas que pour la musique, hein. Non, loin de là. En littérature, pensez à Siménon. Ah oui, Siménon. Sa nouvelle, Le client le plus obstiné de le monde, ça se passe quasi entièrement dans un café. C'est un huis clos parfait pour révéler les personnages. Il y a aussi le théâtre populaire, comme Toon à Bruxelles, qui est un théâtre de marionnettes, mais aussi un estaminet indissociable. C'est vrai, hein. Et en peinture, Yvonne Paul, Spiliert, ils ont su capter ces atmosphères, parfois festives, parfois un peu mélancoliques. Et puis, il y a la dimension plus politique, ou disons sociale. Les cafés comme lieu de réunion pour les syndicats, les mouvements ouvriers, même des groupes anarchistes apparemment. Oui, clairement. C'était un espace de parole beaucoup plus libre que d'autres. On imagine l'effervescence, les débats enflammés. Exactement. Un esprit frondeur, une subversion douce, des idées nouvelles, des manifestes ont pu naître là, dans la chaleur du groupe. Alors, si on devait résumer, quel est le message clé que l'article veut faire passer sur ces cafés populaires belges? Je crois que l'idée centrale, vraiment, c'est de redire à quel point ils sont fondamentaux comme lieu de lien social, d'humanité brute, comme on disait, et de mémoire vivante. Mhm. Dans notre monde actuel, où la solitude peut être très présente, l'article les voit comme un rempart contre l'isolement, un rempart indispensable. Oui, c'est vrai. Ce sont des mondes en miniature, pour reprendre les mots de l'auteur, essentiels pour apprendre à vivre ensemble, tout simplement. Bah dis donc, cette exploration, ça donne vraiment, mais vraiment envie de lire cet article en entier. On ne peut que le conseiller. Le café populaire belge, mémoire vive et convivialité en héritage, de l'alchimiste. Absolument. Ce n'est pas juste une description, hein, c'est une vraie plongée sensible, une rencontre avec des lieux, des gens, des histoires, avec ce que l'auteur appelle l'âme véritable du pays. Un texte à déguster, nous dit-il, comme on boit un verre avec un vieil ami. C'est une belle image pour finir. Et peut-être, juste pour laisser une pensée en suspens, gardez en tête une question que l'article pose un peu en filigrane. Laquelle? La prochaine fois qu'on passe devant la porte, souvent modeste, d'un de ces cafés, quelle histoire unique se cache derrière? L'auteur nous invite juste à tendre l'oreille la prochaine fois, à écouter un morceau du pays qui se souvient et qui continue de vivre. Une belle invitation à la curiosité, en effet. À regarder ces lieux différemment. Exactement.